ma responsabilité, elle était claire, j'avais pas le choix de réussir. C'est tout, j'avais pas le choix de réussir. On m'a mis sur un chemin, j'ai vu des gens qui avaient même pas la moitié de la chance que j'ai eue moi dans ma vie. Donc j'avais pas le choix de réussir. C'était du manque de respect pour trop de gens si je réussissais pas. Salut Roman. Salut. Tu sais faire le moonwalk? Ouais. Sérieux? Ouais, je te jure. Je vais pas te demander de le faire là. Mais tu veux? Tu veux Ouais, commencer? franchement, si tu le fais bien, je veux bien que tu le fasses. Ça fait longtemps que j'ai Ça pas peut fait. se tenter. Mais ça va être ridicule. Il y a un monde entre penser que tu sais le faire et ce que les gens y voient. On veut voir si tu sais le faire. Tu veux que j'en essaye? Vas-y, Franchement, si on tu veux. tente. Ça glisse pas! Ouais, non, c'est toi qui sais pas le faire, c'est tout. Ok, c'était un Putain. terre-walk. C'était grave un test parce que je sais que dans tes rêves, tu fais super bien le moonwalk. Ah, dans mes rêves à mort. Dans mes rêves à mort, je le kiffe. Tu fais quoi exactement dans tes rêves? Ouais, c'est compliqué. Dans le spectacle, j'élabore. Là, ça nous prendrait un petit moment. Et puis, je pense que les gens suggéraient la psychiatrie si je me mets à dévoiler. Surtout, je raconter vois ça. très bien le rêve duquel tu parles. Mais même dans le contexte, moi j'ai regardé le spectacle, j'ai vu ce moment, j'étais un peu étonné. Ouais, c'est l'objectif, vu que les gens ils sont un peu bousculés, tu vois. Mais ça crée des réactions que je trouve intéressantes. Parce que les gens ils rient, mais ils sont en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et il se passe 3 minutes ou un peu plus même où ils se disent, mais ok, donc où il va? Là, ça y est, il a perdu le contrôle, on va jamais le retrouver. Et ce moment où tu arrives à le raccrocher à la réalité à la fin, j'aime bien, je te jure, c'est un de mes moments préférés du spectacle. Bah je vais pas trop raconter ce spectacle, mais en tout cas, ça fait combien de temps que tu veux faire ça? De l'humour? Ouais, de la scène, tout ça. En vrai, je pense que j'ai toujours voulu faire ça. Ouais. Aussi longtemps que j'arrive à me souvenir, que ce soit assumé ou pas, parce qu'il y a un monde entre le moment où tu veux faire ça et le moment où tu te dis, tu sais quoi, c'est ça que je vais faire. Mais je pense que j'ai toujours voulu faire ça. Moi, j'ai des souvenirs d'être en primaire et de déjà vouloir faire des blagues, de vouloir être marrant et de vouloir être reconnu pour ça. Donc je pense que ça a toujours été là. C'est ton voyage aussi à 16 ans au Canada qui t'a fait définitivement te dire que c'était fait pour toi? Ouais, bah je pense que déjà, si j'y suis allé, c'est qu'il y avait ça dans ma tête déjà. J'étais assistant de production pour le festival Juste pour Rire à Montréal. C'est ma tante qui vit là-bas, qui m'avait mis en contact avec quelqu'un. Moi, j'avais dit, écoutez, j'ai trop envie de taffer pour vous, voir ce qui se passe. Et je le fais bénévolement. Ils m'ont dit, oui, viens. Eux, ils sont contents quand c'est bénévole. Je te jure. Et puis j'étais déterminé à mort et donc j'ai vu toute la machine de l'humour. Tu vois, moi à ce moment-là, j'avais été que spectateur, je voyais pas tout ce qu'il y avait derrière et quand j'ai découvert que c'était une grosse machine avec des gens passionnés qui travaillaient fort, je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. En fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était faisable. À ce moment-là, je me suis dit regarde, eux ils sont là, bah je vais être là, regarde. Tu t'as fait beaucoup là-bas? Comme un fou. Ouais. Comme un fou. Bah en fait, j'avais pas l'impression de travailler moi. Dans ma tête, moi, c'était pas du travail. On me demandait de faire des trucs. Je disais, mais ça, c'est du travail, ça? Non, moi, j'adore. Ils te demandaient de faire quoi? On me disait, tu vas prendre des bouteilles d'eau, tu vas les amener dans toutes les loges. On m'appelait de dernière minute, on me disait, il y a tel humoriste, Ça a été un moment assez marrant où il me dit, il monte sur scène dans 15 minutes. Il a ultra mal au ventre, il a pas de pilule, il faut que tu lui achètes un truc. J'ai dû courir comme ça, comme un fou, aller lui trouver ses pilules. Il y avait que des trucs comme ça, tu vois. T'étais un peu l'homme à tout faire. Je me rajoutais plein de tâches, en fait. J'étais là, je disais, bon, est-ce que je peux être utile? Je voulais me rendre utile. J'arrivais, on me disait, tu peux venir à 10h. Moi, je savais qu'il se passait des trucs dès 8h. Ouais. Donc, je voulais être là. Donc, j'arrivais à 8h et on me disait, tu peux partir à minuit. Mais je partais pas. Je partais quasiment en dernier, vers des 2h et tout. Je dormais quasiment pas. J'étais en vélo, comme ça, je me souviens. J'étais comme un fou. Et c'est en partant à 2h d'ailleurs que tu as pu faire la rencontre de Baptiste Le Caplin. Ouais, incroyable. Il venait de faire 2 standing ovations à Juste pour Rire. Il les a éclatés. Vraiment, il les a tués. 2 soirs de suite, standing ovation, tout le monde en même temps comme ça. C'était incroyable. Et je nettoie sa loge et finalement, il revient. Il est peut-être genre 2h du matin. Et je lui dis, écoute, je suis français, j'ai envie de faire des blagues dans ma vie. Il a pris un bout de papier, il a mis 3 endroits où jouer, son mail, et il m'a dit, bah tiens. Donc tu as commencé à faire plein de petites scènes, à vraiment bosser dès ton arrivée à Paris, dès ton retour? Ouais, dès que je suis retourné à Paris, à ce moment-là j'étais au lycée, mais le lycée n'avait plus aucune importance dans ma tête. Il m'est arrivé pendant des contrôles de voir le contrôle comme ça, de dire je m'en bats les couilles. Je prenais la feuille, j'écrivais des blagues. Et après le bac, tu as décidé de retourner au Canada, à Montréal. Décidé, ouais, j'ai été très aidé par mon père. Il savait que tu voulais être humoriste? Ouais, il savait que j'allais finir dans ce truc-là et que c'est ça qui m'habitait et il a essayé de me mettre il allait essayer de me mettre face à mon destin, tu vois. Il m'a rien imposé, mais il m'a dit tu pourrais peut-être faire ça, ce serait intéressant. Et je lui ai dit ouais, je suis chaud. C'est drôle, il me l'a dit il y a pas longtemps. Je l'ai vu il y a 2 semaines et il m'a dit si t'étais resté en France, tu serais devenu une grosse merde. Un père qui te dit ça, c'est chaud. Ouais, mais il avait complètement raison. Il avait compris, mais je pense qu'il s'est reconnu. Il s'est reconnu. Mon père, il est allé en internat quand il était très très jeune et je pense que
cette expérience de quitter son foyer assez tôt et se retrouver seul, ça l'a fait grandir d'une manière qui a fait de lui, je pense, un homme qu'il préfère. Et il s'est dit, pour le caractère que j'ai, il fallait ce genre d'expérience. Et tu t'es retrouvé du coup à 18 ans tout seul au Canada. Et au bout d'un an, tu as décidé de t'inscrire à l'École nationale de l'humour. Ouais. C'est quoi cette école? C'est l'École nationale de l'humour, c'est un conservatoire d'humoristes en gros. Là-bas, c'est vraiment reconnu comme un art. D'ailleurs, c'est une école d'art supérieur là-bas, comme les conservatoires de musique ou de théâtre, tu vois. J'en avais entendu parler quand j'avais travaillé pour Juste pour Rire, je savais qu'elle existait. Mais à ce moment-là, je me disais, on peut pas apprendre à être marrant, n'importe quoi. Et au final, je me suis inscrit parce que j'avais arrêté d'aller à l'université à Montréal, parce que je passais ma vie à jouer dans les bars et je m'en foutais de l'école, je voulais juste faire des blagues. Sauf qu'ils allaient me couper mon visa. Là, j'avais passé aucun de mes examens, j'avais été absent, ils avaient dit, on va te renvoyer chez toi, t'es un étudiant étranger, tu viens pas à l'école, donc tu vas retourner chez toi. Donc il fallait que je trouve un visa. Durant ces 2 ans, tu as aussi reçu, je crois, un jour l'appel d'un animateur du plus grand plateau d'humour à Montréal. Ouais. Et il t'a annoncé un truc de ouf. Ouais. Bah, en fait, moi, il y a une soirée où j'allais chaque semaine, qui s'appelait L'Abreuvoir. Ouais. Et l'animateur de cette soirée, c'était Mehdi Boussaïdan, un humoriste extraordinaire aussi. Je vous conseille de le suivre, il est trop marrant. Donc avec mon pote Anas, tous les mercredis, on allait le voir faire. Et finalement, je me suis retrouvé à jouer là, puis on s'est vu dans un truc, puis on est devenus amis en fait avec ce gars-là, en se croisant dans des trucs. Et un jour, il m'appelle et il me dit, bah écoute, remplace-moi ce soir, je veux que tu animes la soirée. Et donc, je le fais, je me dis putain super, mais dur, c'est très dur. Tu vois. Et puis tu arrives là-bas, le gars c'est une star là-bas. Chaque semaine, les gens viennent pour le voir. Lui, même, je me souviens, ça me fait toujours rire, il y avait une présentation enregistrée et ça faisait Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, votre animateur, Mehdi Boussaïdan. Et là, c'est moi qui rentre. Tu vois, ils n'avaient pas changé le nom, tu vois, parce que c'est lui, c'est sa soirée. Donc moi je suis arrivé et tout le monde, tu vois vraiment tous les gens qui font « On n'est pas venu te voir toi ». Et c'est toi qui anime, t'es qui? T'es français en plus, les Français ils sont pas marrants les gars. Et tu vois, il a fallu se faire sa place. Tu t'es battu le premier soir? Ouais, je me suis battu. Et finalement il m'a rappelé. Et à chaque fois il me mettait dans plus de pression. Une fois il m'a appelé l'enfoiré. Hein. La soirée elle commence à 21h, il m'a appelé à 18h. 3 heures 18h, il me dit, et je dois être là-bas avant, moi je dois être 20h, je dois être dans le coin, tu vois. Il m'appelle, il me dit, et dès que je voyais, tu vois, c'était tous les mercredis. Mercredi, je voyais son nom, j'ai fait, ah. Je savais que si je décrochais et que je lui parlais, j'allais dire oui, forcément. Donc j'étais en mode, bon bah, tu décroches ou tu décroches pas? Il dit, bah bien sûr, tu prends ton destin en main, on y va, ça fait peur, il faut y aller. Ouais, allez, on y va. Et là, pendant 3 heures, ça passe comme 3 semaines. Transpire ta vie, tu te dis je suis une grosse merde, non je suis capable, tu vas réussir, non t'es trop nul. Surtout que tu devais écrire 15 minutes. Bah ouais. C'est énorme 15 minutes. Moi c'est un des trucs qui m'a appris que la peur ça te rend très créatif. Le sentiment d'urgence là, t'es meilleur, je te jure t'es meilleur. T'es meilleur. Quand t'as pas le choix, tu trouves des solutions. Mais c'est un truc qui revient hyper souvent en fait dans ton parcours, le fait que la peur ça te booste en fait. Tu dis ça me fait peur, bah ok j'y vais du coup. C'est mon moteur à fond. C'est là que j'ai le sentiment. Je pense que je suis de nature trouillarde. Vraiment, je pense que je suis de nature très peureux. Et donc c'est là que je repère les choses que je trouve importantes. Tu vois. Quand je me dis ah ça j'ai peur d'y aller, mais tu sens la peur. J'ai peur d'y aller. C'est parce que ça m'intéresse en fait. C'est parce que je trouve ça important. Bon bah on va y aller. Moi je marche mieux quand j'ai l'impression que j'ai une main ici. Bon bah ça va être ma main. Ta propre main. Ça va être ma propre main, ça peut pas être la main de quelqu'un d'autre toute ta vie. Puis c'est stimulant, sinon qu'est-ce qu'on se fait chier? En fait moi il y a ça aussi, il y a l'ennui, tu vois. On s'ennuie dans la vie globalement. C'est ça, tu dis souvent que le confort quand on est jeune, c'est pas ce qu'il faut chercher en fait. Ce qu'il faut chercher, je pense pas que je peux savoir ce qu'il faut chercher. Si j'ai dit ça, je me suis peut-être précipité. En tout cas, pour moi, je pense pas que c'est pas ce qui m'intéressait. Je reste persuadé quand même que quand t'es jeune, si ta mission c'est le confort, je me dis bah si tu veux, hein, mais je sais pas. Je dis il y a des trucs à vivre quand même, tu vois. Puis même j'ai l'impression que en vivant l'aventure, tu vois, et bah tu te crées un confort pour plus tard. Tu te crées un savoir-faire. Pour moi, de 20 à... Tu sais, la vingtaine, c'est vraiment les années de l'apprentissage, que tu sois à l'université ou pas. Mais c'est là où tu dois cultiver le truc qui a une vraie valeur, c'est le savoir-faire. Dans la vie, en vrai, le seul truc que tu peux vendre, c'est un savoir-faire. Souvent, c'est matérialisé par un diplôme, mais on sait qu'un diplôme n'est pas équivalent à un savoir-faire et qu'il y a des gens qui ont des savoir-faire et pas de diplôme. Ce qu'il faut cultiver dans ces premières années de cette vie, c'est un truc que tu vas pouvoir vendre après. Il faut que tu développes une expertise. Là, après, ça va t'amener tout le confort que tu veux.
Il faut suivre son rêve ou pas forcément? Ah bah après, moi j'ai voulu le suivre, mais j'aime pas trop cette idée de rêve. Moi j'ai voulu le transformer en objectif. Je pense que les rêves, c'est fait pour être rêvé. Les rêves, c'est fait pour y aller quand tu te sens pas bien et t'aimes le fait que ça se réalise pas parce que ça te sort de ta réalité. Si tu veux le faire, alors arrête de le rêver, fais-le. Fais un objectif. Il faut enlever les paillettes. Le rêve, ça met des paillettes. Le rêve, c'était dans l'illusion. Si tu rentres dans ces milieux-là avec l'idée du rêve, de toute façon, tu vas avoir des désillusions. Tu vas être giflé par la réalité. Ouais, c'est réel en fait. Tu cultives énormément ton niveau. Par exemple, tu as fait plus de 3 spectacles en 3 ans. Ouais. Je crois que parfois tu écrivais pendant plus de 8 heures. Au début, ouais. C'est vraiment une valeur importante pour toi, le travail? Ouais, bah c'est nécessaire en fait. À l'école, j'étais paresseux, je te jure, j'ai eu une chance parce que j'écoutais en cours et ça restait dans ma tête. C'est vraiment une chance. Ouais. Mais travailler, tu sais, arriver chez moi, faire les trucs, ça me saoulait. Mais quand est arrivé le moment où je voulais faire des blagues et que je voyais que pour y arriver, bah, il y avait plein. Enfin, quand je voyais tous les gens qui étaient vraiment meilleurs que moi, bah, j'arrivais devant mon carnet et le travail, bah, je le voyais pas comme du travail. Je disais, qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre dans ma tête, tu vois? Je me disais en mode, bah, je voyais que l'objectif. C'était ça le chemin, bah, c'est ça le chemin. Quand on est passionné, on voit même pas le travail qu'il y a derrière limite. Ah ouais, tu vois que l'objectif. C'est comme courir, tu vois. Quand tu es en train, il y a le bus qui part, tu dois monter dans le bus. C'est pas la même chose que quand tu dois courir pour rien. Il y a quelque chose qui te prend. Bah, c'était pareil. Je me disais, il y a un bus là, moi je veux monter dedans. Bah écoute, c'est quoi le chemin? Je vais pas attendre un autre bus pour m'amener à ce bus là, il faut que je cours. Je sais pas hein, si c'est ton avis, mais est-ce que selon toi, les jeunes devraient plus courir vers des objectifs qui les passionnent? Bah je pense que c'est plus simple en fait. Ouais? Bah ouais, je pense que c'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile. Après, souvent, moi, le truc qu'on me dit souvent, c'est « Oui, mais je sais pas ce que j'aime dans la vie. » Je dis « Bah alors ta mission, c'est de trouver. » C'est vrai qu'il y a plein de gens qui, en fait, savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire de leur vie, etc. Et c'est pas facile de trouver. Je pense que c'est pas facile de trouver, mais je pense que c'est nécessaire de chercher. Il faut faire des expériences. Il faut se tromper, mais il faut partir à la recherche de... Il faut se laisser surprendre, tu vois. Tu as eu cette phrase lors d'une de tes chroniques dans Click où tu parlais justement à cette jeune génération et tu leur disais à mon avis, c'est pas en travaillant 35 heures qu'on sera propriétaire. Ouais. T'entendais quoi par là? Bah, c'est juste un fait en fait. Il n'y a pas grand chose que j'entends. Je sais, aujourd'hui, tu as mon âge. Tu rentres sur le milieu du travail avec n'importe quel diplôme. T'as quel âge? Moi, j'ai 24 ans. Ok. Tu fais beaucoup plus. C'est gentil. Je le prends comme un compliment. Tu commences à rentrer sur le milieu du travail Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 22 ans. Oh, putain, frérot, super, tu fais plus aussi. Je fais plus? Ah, ça ouais, fait plaisir. Ouais, dans la maturité surtout. Cool. Ah bah ça fait plaisir, merci. Super, comment tu t'es retrouvé là? Super, frérot. Ah, je suis en alternance, moi. Ouais, mais c'est le niveau, ça. T'es arrivé là pour le niveau. Bah j'espère. Bah c'est gentil. Ouais, c'est impressionnant. Ah bah merci beaucoup. Je sais même plus ce qu'on était en train de raconter. Même moi, là, tu m'as trop fait de compliments, j'ai oublié. On était là sur le fait que c'est pas en 35 heures qu'on sera propriétaire. Tu rentres là aujourd'hui sur le milieu du travail. Avant, si c'est quelqu'un qui te paye, si tu fais un salaire, avant d'être propriétaire, ça va prendre combien de temps? Je saurais pas te dire. Avec le coût de la vie là, sérieusement, combien de temps ça va prendre d'être propriétaire? 20 ans? Minimum. Ouais, minimum. Minimum. Donc c'est juste un fait. Je veux dire aujourd'hui, si tu as mon âge et tu veux être riche tôt, c'est une volonté que tu as quand même le droit de vouloir. Et bah, si c'est quelqu'un d'autre qui te paye, ça va être compliqué. C'est juste un fait. Les gens ont souvent mal compris cette phrase quand ils m'ont dit « Oui, mais on devrait ». Je dis « Oui, bah alors on dit la même chose. On devrait pouvoir atteindre la propriété en travaillant 35 heures par semaine. On devrait pouvoir… » Je dis « Oui, moi je suis à 1000% d'accord avec toi. Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce que tu penses que réellement ça va évoluer? Bon, moi je te dis aujourd'hui, voilà comment je vois le délire. Tu vois ce que je veux dire un peu? C'est plus clair peut-être. Hein. Mais elle n'a pas été très claire cette phrase. Beaucoup de gens ont reproché ou m'ont dit alors tu es en train de dire que les gens ne travaillent pas assez ou qu'ils devraient travailler plus. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Moi j'avoue que en regardant cette chronique, je me suis vraiment dit mais qu'est-ce qu'il sous-entend? J'ai rien voulu sous-entendre. Que... Pas du tout. Il n'y a aucun sous-entendu. Pour moi c'était le fait clair de dire tu as 22 ans, tu rentres sur le milieu du travail là. Avant d'être propriétaire, ça va être long. Ça va être très très long. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un fait. C'est tout.
Je pense qu'aujourd'hui, tu sais, on nous a vendu beaucoup la sécurité. Je pense que surtout la génération de nos parents. On a vendu comme un luxe le fait d'avoir un salaire fixe et une sécurité de l'emploi. Sauf qu'aujourd'hui, avec la majorité des salaires fixes et des sécurités de l'emploi, bah, au final, la qualité de vie que tu t'offres, elle n'est pas extraordinaire. L'oseille, je m'en fous, je veux pas l'avoir. J'aime courir après et j'aime le dépenser. C'est ça que j'aime. Et pour ça, t'as pas hésité à t'endetter quand t'étais à Montréal avec tes potes en créant Fishnet? Ouais, après j'ai été aidé, c'est pas moi qui ai pris les plus gros risques financiers là-dedans. On a acheté du matériel et on a commencé, c'est tout. On a fait des erreurs monumentales, mais aujourd'hui on a un bagage. Aujourd'hui, tu vois, on est difficile à déstabiliser. C'était vraiment la galère à cette époque? Bah, moi j'ai eu la chance, tu sais, mes parents ils avaient de l'argent, mais j'ai jamais voulu. En fait, j'ai voulu ne pas les solliciter. J'ai voulu me mettre dans le même bateau, tu vois, je me suis dit c'est ma vie, c'est à moi, si je veux vraiment apprendre quelque chose de l'expérience, faut pas que j'utilise les jokers. Donc j'utilisais pas ça. Tes parents c'est un joker? Ouais, je le considérais comme un joker. En fait, pour moi, j'avais perdu. Le jour où j'appelais mon daron et que je lui disais là, je suis dans la galère, j'ai pas d'oseille, il l'aurait fait, mais à ce moment-là, je savais que j'aurais perdu. Moi, ce que je voulais, c'était me mettre dans la merde, assumer mes merdes et construire mon truc. C'est rare des jeunes à 20 ans qui se disent j'ai envie d'être dans la merde. Bah, c'est là que tu apprends les meilleurs trucs. Surtout, moi, j'avais la chance d'avoir une merde balisée. Tu vois, je savais que. Tu vois, une merde balisée, c'est pas mal. Bah ouais, c'est le luxe que mes parents m'ont offert. Et je pensais que la meilleure manière de respecter ça, c'était de tout donner. Ma responsabilité, elle était claire. J'avais pas le choix de réussir. C'est tout, j'avais pas le choix de réussir. On m'a mis sur un chemin, j'ai vu des gens qui avaient même pas la moitié de la chance que j'ai eue moi dans ma vie. Donc j'avais pas le choix de réussir. C'était du manque de respect pour trop de gens si je réussissais pas. Et aujourd'hui, t'as réussi? Pas encore. En tout cas, t'es dans la voie, je pense. J'espère. Bah, j'espère pour toi aussi. Depuis janvier 2018, tu fais donc des chroniques dans l'émission Clic Dimanche. Ouais. Tu parles de quoi dans ces chroniques? En fait, j'essaie de parler du truc où je me dis ça, il faut que j'en parle. Tu vois. Donc ça peut être un truc d'actualité, comme un truc qui s'est passé dans ma vie personnelle, comme un sentiment général. Mais chaque semaine, j'essaie d'être à l'écoute de bon, ça, il faut que j'en parle. Tu as fait 2 chroniques sur les droits des femmes, sur la journée des droits des femmes. Fallait que t'en parles. Fallait en parler, bah oui. Il fallait dire quoi dessus? Bah, qu'on se réveille. Faut qu'on se réveille, c'est grave. C'est grave, il y a je sais pas, la liberté de la femme est censurée à énormément de niveaux. Énormément de niveaux. Enfin, il suffit d'ouvrir les yeux, tu vois. Il y a tout un tour. Là, le dernier, on parlait du tabou autour de la sexualité des femmes. C'est-à-dire que le plaisir des femmes est quelque chose qu'on rend mystérieux, alors que, enfin... Non, il faut s'éduquer, c'est tout. Il faut essayer de respecter. Il y a beaucoup d'hommes aussi je sais pas, qui ont dans leur tête le fait que leur plaisir est le seul qui compte. Bah non, pas vraiment. Il y a évidemment toute l'histoire des inégalités salariales. J'arrive pas à croire que c'est possible. Il y a toute une histoire de parité dans le gouvernement. Enfin, c'est fou, c'est fou. On vit dans un monde où aujourd'hui, tu nais femme, tes opportunités, elles sont moins grandes, tu vois. Enfin, c'est juste un fait. Il y a comment t'es vu, comment t'es perçu dans la rue. Enfin, moi, toutes les femmes qui me disent que... Tu vois, les femmes qui me disent je me sens mal de m'habiller comme j'ai envie de m'habiller. Tu te dis, oh non. Tu vois, on fait des femmes... tu vois, même l'image marketing qu'on a faite de la femme, aujourd'hui, on te met une femme nue pour te vendre des yaourts. Ça m'énerve, tu vois. Ça m'énerve. Autant on sexualise la femme pour vendre, et autant dans l'intimité, quand il s'agit de parler de son plaisir ou de le mettre au centre de l'équation, bah, on n'est pas là. Tu vois l'espèce de paradoxe bizarre? Il y a plein de choses que je trouve assez dégueulasses. Et quand tu racontes ça, t'as pas l'impression de faire de l'humour engagé? Qu'est-ce que ça veut dire engagé? Bah, tu portes un combat, une lutte pour certaines personnes. Ouais, mais après, il y a des luttes qui sont évidentes, tu vois, non? Pour moi, en fait, j'essaie d'aller dans les luttes que je trouve évidentes. Je le vois pas comme engagé. C'est-à-dire quoi? En fait, je me sentirais mal de parler des pots de fleurs alors qu'il se passe ça, tu vois. T'as déjà fait je veux être une plante, enfin bref. Ouais. Ouais, mais après, il y a une volonté un peu spirituelle derrière. Je sais pas, à chaque fois, c'est un peu nébuleux, mais il y avait une volonté un peu spirituelle. Mais ouais, il y a des luttes qui te semblent évidentes, mais elles le sont pas pour tout le monde, en fait. C'est ça qui est surprenant. Hein. C'est ça qui est surprenant. Moi, c'est une des grandes questions que... C'est un des trucs qui me fait le plus questionner en ce moment, ouais. Pourquoi on n'a pas les mêmes évidences? Comment
mettre l'homme et la femme sur un pied d'égalité à tous les niveaux, c'est pas une évidence pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, je dis, bon, bah, si ça, là, si ce postulat de base, là, il est pas là, En fait, ça m'énerve d'être dans le même bateau que des gens qui, c'est des encres, je te jure. Il y a des gens, c'est des encres pour la société. Et ça m'énerve, hein. Mais il y a des gens, tu les vois penser et tu te dis, oh là là. Mais qu'est-ce qu'on doit faire du coup? Je sais pas, on me dit souvent l'éducation. Moi, tu sais, là, je suis arrivé à un niveau de fatalité. Ma réflexion, elle évolue tout le temps. Des fois, j'ai beaucoup d'espoir où je me dis non, l'humanité tend vers le meilleur. Et il y a des fois où je me dis non, non, non. Ça m'étonne un peu. Pour moi, un humoriste, il peut pas être fataliste. Ah, je suis fataliste un peu en ce moment. Ouais? Ouais. Mais t'as des phases, toi, tu changes souvent d'avis, ouais, ça évolue, ça évolue. Et puis je pense que le portrait, il est plus complexe que ça. C'est-à-dire? Bah, je pense que tu peux, tu vois, j'ai déjà été un con, forcément, et je pense que les gens qu'aujourd'hui je suis en train de dire qu'ils sont stupides, bah, ils ont déjà fait des choses extraordinaires, tu vois. C'est qui les cons dans notre société en ce moment? Bah moi, si t'es misogyne, si t'es homophobe, si t'es raciste, à partir du moment où ça tourne autour de l'intolérance, déjà pour moi t'es dans l'équipe des cons. Déjà le mot, j'aime pas ça, tu sais, la tolérance, tolérer quelque chose, c'est quand ça te dérange, mais tu vis avec, tu vois. Rien que le mot, je l'aime pas. Comment les origines ethniques de quelqu'un d'autre peuvent te déranger? Comment sa sexualité peut te déranger? Comment son sexe peut te déranger? Tu vois? Ce truc qu'on devrait... Non, même le mot tolérance, je l'aime pas. On tolère un bruit de frigo chiant. Ça, je le tolère, tu vois? Mais les choses qui... T'as pas à tolérer ça. C'est juste là. Et, comment ça rentre dans ton esprit? On s'en fout. On a des différences, oui. On n'est pas là pour vivre dans un monde où on fait comme si on n'avait pas de différences. On a des différences. Mais elles rentrent pas en compte dans la manière avec laquelle on considère les gens et leurs opportunités, et c'est tout. Enfin, et on prend les gens au cas par cas, et c'est tout. Enfin... En tenant ce genre de discours, c'est possible que les cons changent d'avis, non? Tu penses pas? Ouais, mais ce discours, t'as pas l'impression qu'il est là depuis 1000 ans? C'est vrai. C'est vrai que j'ai l'impression Comment d'entendre depuis ma naissance, en fait. Mais depuis tout le temps, depuis tout le temps. Et tout le monde l'a entendu dans sa vie. Tu vas pas me faire croire qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ont vécu jusqu'à, admettons, nos âges, et ils n'ont jamais entendu ce discours. C'est pas possible. C'est qu'ils y adhèrent pas. C'est qu'ils y adhèrent pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu continues quand même. Ouais. Il y a une part d'espoir, et il y a une part de résignation, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me dis c'est pour les adolescents, en fait, que c'est le plus important. Les adolescents, eux, tu peux citer des bases morales, tu vois, et ça passe beaucoup par l'humour, la culture, la musique, eux, c'est intéressant. Mais il y a des gens, c'est fini. Et toi, tu tends à être quelqu'un de meilleur avec les années? J'ai vu que parfois, tu hésitais à un peu changer ton mode de vie, peut-être moins boire, faire plus de sport. T'as changé d'avis? T'es fou. J'ai un cycle, je te jure. J'ai vraiment un cycle comme des menstruations de l'esprit. Et où c'est ça. J'arrête de boire. La vie, il faut être sérieux, il faut être clean. Un esprit sain dans un corps sain. Là, ma vie est insupportable pendant 3 jours. Où je fais semblant que je veux être quelqu'un de clean, j'en parle à tout le monde, je suis insupportable. J'ai arrêté de fumer, tout le monde, dès que tu me croises, on se connaît pas, je vais te le dire. J'ai arrêté de boire, si je suis un mec clean, je suis sérieux, ça m'a saoulé, on s'en fout. Là, clac. Après là, je me fais chier à mort, je me dis putain, mais de toute façon la vie c'est de la merde. Oh là là, remettez-moi un peu d'ivresse, là je vais m'enculer le crâne quelque part, je vais fumer des clopes, je vais me dire c'est ça la vie. Là je vais partir en couille comme un truc de fou. Là je vais tomber en déprime, non mais non, c'est pas ça la vie, n'importe quoi. Et là, je vais réarrêter. Et en ce moment, t'es dans quel mood? Là, je suis plutôt bien. Là, on est dans un mood assez calme. On est dans le mood où je bois, je fume, mais pas trop, ça va. Tu fais un peu de sport? T'es fou. T'es fou. Je suis allé faire un foot, là, il y a pas longtemps. J'ai eu mal partout pendant 2 jours. J'ai dit, c'est mort. Alors que t'étais sportif quand t'étais jeune? Ouais, mais c'est parce qu'il y avait l'aspect ludique, tu vois. Je le faisais pas pour prendre soin de moi. Je le faisais pas pour... esthétiquement ressembler à quelque chose. Je le faisais pas parce qu'on me dit que socialement je devrais faire du sport. Je le faisais parce que j'étais avec des amis et je m'amusais, tu vois. Et c'est pour ça que j'y suis allé là dernièrement faire du sport, parce que j'étais avec des amis et je m'amusais. Tu me demandes de me mettre dans une salle. Et là on me dit ouais mais physiquement, tu crois vraiment que j'ai compté sur mon physique dans ma vie pour être séduisant? Tu crois vraiment c'est là-dessus j'ai parié? T'as pas parié sur ton physique dans ta vie? Pas du tout. T'as parié sur quoi? Les mots. L'humour? Les mots et l'écoute. T'as eu cette très belle phrase, t'as dit je veux être sur scène celui que je veux être dans la vie. J'essaye, je pense que c'est plus intéressant. En fait, arrive un moment où tu réalises que tu peux pas être un meilleur humoriste. Enfin, tu peux pas
il faut que tu changes des trucs dans ta vie pour qu'il y ait des choses qui changent sur scène. Vraiment, cette volonté d'être bon sur scène, ça a changé qui je suis dans la vie. Ça m'a sculpté, tu vois. Un peu comme un art martial. C'est comme si tu passais ta vie à essayer d'être un maître dans une discipline et au final, tu réalises que la discipline, c'était un peu un prétexte pour te sculpter toi-même, tu vois. Bah, c'est un peu ce que j'ai vécu avec les blagues. Et tu veux être qui dans la vie? Bah, ça sous-entendrait que je le suis pour les autres, tu vois. Si t'es quelqu'un, tu l'es pour les autres. Moi, c'est plus un état d'esprit que je cherche. Des fois, je me dis que je suis à la recherche d'une forme de sérénité, tu vois, une espèce de paix intérieure. Et des fois, je me dis que non, je suis juste à la recherche de l'aventure et que au final, le sens de la vie, c'est juste l'expérience. C'est pas le bonheur, c'est la joie, c'est la tristesse, c'est la mélancolie, c'est la trahison, c'est l'échec. Mais c'est aussi la joie, le rire, l'amour, tu vois, l'extase. Mais c'est tout ça, c'est pas le bonheur qu'il faut chercher, je pense, c'est l'expérience. Merci Roman. Merci à vous pour l'invitation. C'était incroyable, merci beaucoup. Est-ce que tu as un invité à me conseiller dans Moonwalk? Il y en a plein. Moi, je dirais Mouloud Achour, ou alors Kian Kojandi. J'ai vu que t'aimais bien aussi Clara Luciani, t'aimerais écrire pour elle. Ouais, en fait, j'aimerais écrire des chansons, moi, un jour dans ma vie. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est, je pense, un truc que je laisse dans le domaine du rêve. Tu vois le truc qu'on disait tout à l'heure? Pourquoi ce serait pas un objectif? Parce que je pense que je préfère le rêver. Tu vois, je préfère me dire, ouais, un jour j'écrirai des chansons pour des meufs, tu vois. J'aime bien la position dans laquelle ça me met, tu vois. C'est un peu un truc où je me caresse et je me dis, c'est une vie que je pourrais avoir et c'est mignon. Et Clara Luciani dans Moonwalk, du coup, ce serait une bonne idée? Ouais, je pense que ouais. L'appel est lancé. L'appel est lancé. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était donc le Moonwalk de Roman Fraissinet. N'hésitez pas à vous abonner et à, nous retrouver sur les différents réseaux sociaux et à dire en commentaire que vous voudriez voir dans Moonwalk. À très vite, merci beaucoup.